Ouah, on peut quand même les engueuler et dire que c'est des connards, mais ils sont quand même trop stylés les uns. C'est pas des uns, c'est des Xiongnu. Des quoi? Des Xiongnu, c'est quoi ça? Ça se mange? Mais non, les Xiongnu, c'est le premier peuple à avoir, enfin plutôt le premier clan à avoir unifié les Turco-Mongols. Ah ouais? Et du coup, tu veux bien raconter l'histoire de ce peuple? Eh bah, ça tombe bien, parce que justement, c'est le sujet de la vidéo. Alors, comme j'avais précisé, du coup, les Xiongnu sont une confédération nomade et aussi le premier grand khanat de l'histoire. Ils sont mentionnés pour la première fois par les Chinois en l'an 245 avant JC. Mais attends, comment ça les Xiongnu sont mentionnés par les Chinois? Ils devraient avoir leur propre système d'écriture. Oui, c'est vrai. Mais en fait, les Xiongnu c'est un peuple nomade, comme je te dis, c'est une confédération. Et du coup, vu qu'ils sont nomades, ils n'ont pas de système d'écriture. Ou alors, on n'a pas trouvé la preuve. Ah, mais du coup, ça explique qu'ils sont mentionnés par les Chinois. Mais du coup, ça veut dire que on connaît pas grand-chose d'eux. Oui, c'est exactement ça. On connaît pas grand-chose d'eux parce qu'ils n'ont pas leur propre système d'écriture. Et du coup, ça va faire qu'on n'a rien du tout, à part quand ils ont affronté leur adversaire, ou les textes chinois qui notaient presque tout. Bref, en tout cas, revenons à nous Xiongnu. Du coup, comme mentionné dans les sources chinoises, l'empire Xiongnu aurait été fondé par Modu Shanyu. Ah, Modu Shanyu, le méchant dans Mulan. Non, pas vraiment. En fait, Modu Shanyu, c'est un titre de chef. À l'époque, on n'appelait pas encore les chefs des clans nomades les Khan, mais les Shanyu. Du coup, comme je le disais, le Shanyu, ou de son vrai nom Mette Khan, va devenir Khan en 209 après Jésus-Christ, après avoir annexé, ou plutôt conquis, les plateaux mongols, puis la Mandchourie. Du coup, pour connaître ces grandes expansions, Mette Khan a modernisé son armée. Il a créé des armées composées de cavaliers entraînés. La plupart de ces cavaliers étaient des cavaliers archers, c'est-à-dire que leur but n'était que de tirer à l'arc, puis ensuite de fondre sur les survivants de ces volées afin d'anéantir le reste de l'armée. Il y avait aussi un fort système de renseignement, mais ce qui privilégiait ce nouveau système de guerre, c'était les Rajas. En effet, Mette Khan gagnait ses campagnes surtout par les razzias qui étaient lancés. Ça va permettre aux Xiongnu de carrément détruire ou écraser les Chinois pendant la première guerre Sino-Xiongnu. D'ailleurs, les Chinois seront tellement écrasés lors de cette guerre que les Xiongnu deviendront la première puissance d'Asie orientale. Mais attends, ça veut dire qu'ils les ont écrasés comme ça, d'une seule traite, en même pas un an? Non, pas vraiment, cette guerre a duré 44 ans. Mais c'est quand même quelque chose. Cette guerre a tellement marqué les Chinois qu'elle a presque fait disparaître tous les autres peuples qui avaient lancé des razzias sur la Chine, ou plutôt devrais-je dire confédération, parce que ce ne sont que des familles unifiées sur une famille chef qui lançaient des razzias, mais les Xiongnu sont les premiers à avoir réellement construit un clan et avoir plié si bas les Chinois que tous les autres peuples sont considérés comme proto-clan turco-mongol. D'ailleurs, quelques années plus tôt, en 177 avant Jésus-Christ, les Xiongnu avaient déjà vaincu les Yézis, un peuple indo-européen, ce qui était un exploit, car c'était le premier peuple à avoir réussi à arrêter l'expansion indo-européenne. Et d'ailleurs, cette victoire contre les Yézis va avoir un impact monumental, car la chasse des Yézis par les Xiongnu va les pousser à pousser le peuple Sak, un autre peuple indo-européen, qui lui-même va causer la fin de l'empire gréco-bactrien, un des derniers prémices du royaume d'Alexandre, dont nous parlerons une prochaine fois. Et d'ailleurs, les Indo-Européens seront tellement effrayés par les Xiongnu qu'ils iront jusqu'en Inde, détruisant les restes de grands empires comme l'empire Maurya. Cette chasse des Indo-Européens par les Xiongnu leur ouvrira les portes ouvertes sur les steppes d'Asie, ce qui fera que leur expansion ira jusque dans le bassin du Tarim, là où se trouvent les actuels Ouïghours. Il faudra attendre l'émission de Zhongxian entre 139 avant JC et 115 pour que les Chinois prennent conscience qu'un grand commerce pouvait aboutir, ce qui ouvrira d'ailleurs les portes des routes de la soie. On comprend donc par là que les Xiongnu ont un grand impact politique, militaire, mais aussi historique.
Ils ont été le premier peuple turco-mongol à avoir repoussé les Indo-Européens. Ils ont permis, sans s'en rendre compte, l'extension des routes de la soie. Et architecturellement, leur existence a fait que les Chinois ont eu tellement peur des peuples nomades du Nord qu'ils ont construit la Grande Muraille de Chine. Et du coup, avec tout ce qu'on vient de dire, on pourrait dire que les Xiongnu sont un peuple de barbares, comme on a la vision des Huns en Europe, là où se trouvait l'Empire romain. Mais en réalité, c'est faux. Les Xiongnu sont de grands artisans. Ils ont créé des joyaux d'orfèvrerie magnifiques. Ils ont innové la culture des steppes au point que des méthodes qu'ils ont inventées sont encore utilisées dans le pastoralisme moderne en Mongolie ou dans les pays d'Asie centrale. Et ils ont inventé le chamanisme moderne qu'on appelle le tangrisme. Enfin, par chamanisme moderne, je veux dire le chamanisme des plaines d'Asie centrale et orientale. En tout cas, les Xiongnu, malheureusement, n'existeront pas. On perd leurs traces à partir du 5e siècle après Jésus-Christ, lorsqu'ils seront anéantis par un empereur de la dynastie Han lors de la Seconde Guerre Sino-Xiongnu. Mais dans la prochaine vidéo, nous parlerons de leurs grands héritiers que nous connaissons beaucoup mieux en Europe, les Huns.